Malgré le constant scepticisme des décideurs israéliens de ces dernières décennies, pour tout ce qui a trait à la constante instabilité intérieure libanaise, l'accord qui a commencé à s'appliquer la semaine dernière, après 5 rounds de négociations directes entre Jérusalem et Beyrouth, menées sous l'égide des États-Unis, constitue une toute nouvelle donne, car il fait explicitement dépendre un retrait militaire israélien progressif du sud du pays du Cèdre du désarmement effectif du Hezbollah. Une nouvelle équation à potentialité historique qui pourrait se résumer par la formule retrait territorial contre désarmement. Le premier retrait test pour Tsahal est donc intervenu le 21 juillet dernier dans la ville de Zatar al-Gharbiyeh, située dans la région de Nabatieh, pour laisser l'armée libanaise se déployer dans cette cité afin d'y assurer le maintien de l'ordre et de veiller à ce que les miliciens armés du Hezbollah n'y reviennent pas. Une première expérience de ce genre qui est donc censée se renouveler prochainement sur le terrain dans plusieurs zones pilotes définies par les négociateurs israéliens et libanais sous les auspices des Américains. Or, contrairement à toutes les tentatives précédentes d'accord de ces dernières décennies, chaque fois basées sur l'exigence d'un changement d'attitude d'Israël seulement, qui devait donc chaque fois accepter de se retirer unilatéralement en confiant à des forces internationales dites garantes de la paix, comme la finule onusienne, le soin de calmer la situation face au Hezbollah, ce qu'elles n'ont jamais pu faire. Or, contrairement à cela, cet accord a ceci de tout à fait nouveau et presque historique, qu'il fait dépendre la poursuite du retrait militaire de Tsahal de la capacité du gouvernement libanais à maintenir le calme avec sa propre armée. Le tout étant intervenu sous le couvert d'un cessez-le-feu décrété par Washington qui semble tenir depuis presque un mois. D'après cet agrément tout à fait inédit jusque-là, Israël devra donc se retirer peu à peu de tous les territoires dont il s'était saisi ces derniers mois au pays du Cèdre pour établir une zone tampon de protection tout le long de la frontière nord. Mais seulement après que le Hezbollah ait été évincé totalement de ces territoires qui seront donc placés sous le contrôle de l'armée libanaise. En fait, c'est donc la première fois qu'en acceptant cette formule bilatérale, le gouvernement libanais a effectivement reconnu que c'était bel et bien l'arsenal du Hezbollah qui constitue le principal obstacle à un plein retrait militaire israélien. Un engagement confirmé publiquement et très fermement la semaine dernière lors de la rencontre en tête-à-tête à Washington entre Donald Trump et le Premier ministre libanais Joseph Aoun, lequel devait rejeter catégoriquement les propos critiques de Nabi Berri, le président pro-chiite et pro-iranien du Parlement libanais, qui, qualifiant cet accord de sédition, avait menacé de le faire rejeter par un vote des députés. Ce que Aoun a aussitôt écarté en précisant que la conclusion de cet agrément avec Israël relevait d'une prérogative constitutionnelle inamovible de son gouvernement. 3 autres raisons novatrices supplémentaires font que cet accord pourrait effectivement marquer une véritable rupture avec le passé fort houleux et chaotique des rapports entre Jérusalem et Beyrouth. Tout d'abord, et pour la première fois, il est directement placé sous le contrôle des États-Unis et non de l'ONU. Washington s'étant engagé à superviser son application et à vérifier zone par zone l'équation bilatérale de sa concrétisation sur le terrain. Deuxièmement, cet agrément transfère l'épicentre du conflit israélo-libanais depuis la frontière du Sud-Liban vers le cœur de la capitale, Beyrouth, où siège enfin un gouvernement qui s'est donné comme défi de contrôler véritablement l'État libanais au lieu de le laisser de facto dans les mains de la milice chiite pro-iranienne du Hezbollah, devenu jusque-là un véritable État dans l'État. Élément assez encourageant pour Israël, cet accord oblige en quelque sorte le gouvernement Aoun à décider ce qu'il va désormais bel et bien advenir du Liban. Soit un État souverain normalisé, capable de pleinement contrôler la situation sécuritaire du pays, soit rester soumis au diktat du Hezbollah dont l'arsenal militaire et l'énorme financement fourni directement par l'Iran ont longtemps éclipsé l'autorité effective de l'État libanais. Enfin, troisièmement, et contrairement aux divers contextes des précédentes tentatives d'accord, ce dernier développement diplomatique intervient après que le Hezbollah ait subi de très significatifs revers militaires, politiques et financiers infligés par les longs mois d'initiatives militaires répétées et très efficaces de Tsahal menées dans le sillage du 7 octobre 2023 après les premiers mois de la guerre de Gaza. Certes, le Hezbollah existe toujours au pays du Cèdre, au plan organisationnel et militaire, mais il ne peut plus dicter comme par le passé l'agenda national du gouvernement libanais. Ajouter à l'affaiblissement de l'Iran cette perte de puissance du Hezbollah va pouvoir peut-être créer enfin les conditions d'un renouveau politique de fond à Beyrouth.
Mais au-delà des souhaits et déclarations optimistes des Libanais et des Américains, la véritable question qui reste encore posée consiste à savoir si oui ou non Beyrouth veut bel et bien, mais surtout peut vraiment désarmer le Hezbollah. Une interrogation qui explique le scepticisme latent des Israéliens après cet accord. Certes, à la demande expresse de Aoun à Washington, qui a lié son avenir politique à la réussite de ce plan, Trump s'est formellement engagé à soutenir dans sa nouvelle démarche le gouvernement libanais et aussi à renforcer financièrement, militairement et logistiquement l'armée libanaise pour en faire une force réellement efficace de maintien de l'ordre au pays du Cèdre. Car tout le monde est conscient que sans une force militaire nationale conséquente, tout le château de cartes de cet accord pourrait s'écrouler, comme ce fut déjà le cas en 1975 quand, dès le début de la guerre civile, les différentes milices politico-ethniques ont pulvérisé la fragile mosaïque libanaise, ce qui entraîna entre autres la transformation du Sud-Liban d'alors en une gigantesque base de départ de toutes les attaques palestiniennes contre Israël. Il reste toutefois qu'un certain décalage existe toujours entre les bonnes intentions américano-libanaises et les réalités actuelles de terrain où l'armée de Beyrouth, qui compte dans ses rangs entre un tiers et la moitié de soldats chiites, assez peu enclins, il faut le dire, à combattre leurs frères pro-iraniens, n'est pas suffisamment financée ni équipée pour entreprendre dès maintenant une campagne de désarmement effectif du Hezbollah, lequel conserve donc encore un pouvoir de feu supérieur. Il n'empêche, malgré toutes les raisons de douter exprimées ces derniers jours en Israël sur les chances concrètes de succès du nouveau processus engagé avec son voisin du Nord, la structure bilatérale, conditionnelle et progressive de cet accord de retrait militaire contre désarmement, patronné par Trump, permet en fait à l'État hébreu de tester l'efficience du gouvernement libanais, et ce sans prendre trop d'énormes risques stratégiques.